Bienvenue pour cette exploration au cœur d'un des plus grands mystères scientifiques, la conscience. Comment l'étudier sérieusement, en fait? C'est la grande question. Oui, parce que le problème, c'est qu'on a une véritable prolifération de théories, parfois contradictoires. Comment savoir lesquelles tiennent la route? Alors aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair. On s'appuie sur un article qui tente un peu de faire le ménage. Hard Criteria for Empirical Theories of Consciousness. Il est signé Adrian Doerig, Aaron Scherger et Michael H. Herzog et paru dans Cognitive Neuroscience. Un article important, effectivement. Notre objectif ici, c'est de comprendre les critères exigeants, les critères durs que ces chercheurs proposent pour évaluer les théories de la conscience, les fameuses TOCs. Mais attention, uniquement sur la base des expériences. Voilà, l'angle est purement empirique. Pourquoi est-ce qu'on a tant de théories qui coexistent? L'article suggère que c'est peut-être par manque de méthodes rigoureuses pour les tester, pour les confronter vraiment aux données. Mhm. Un manque de cadre commun, peut-être? Et pourquoi est-ce que ça devrait nous intéresser? Parce que percer le secret de la conscience, c'est quand même une quête fondamentale, non? Absolument. Et pour que la science avance dans ce domaine qui est incroyablement complexe, il faut des outils clairs, des outils pour évaluer les idées. C'est ce que cet article propose, en gros. Alors, petit rappel rapide pour commencer. Depuis Descartes et son fameux problème corps-esprit, Le dualisme, oui. on se demande comment la matière, le cerveau, peut produire de l'expérience subjective. Aujourd'hui, la science penche plutôt pour le physicalisme. L'esprit émerge du cerveau, mais bon, le problème difficile, comme dit Chalmers, il est toujours là. C'est ça, l'écart explicatif. Comment une activité neuronale, purement physique, devient la sensation du rouge, la douleur d'une piqûre. Les fameux qualia. Comment ça se transforme en ressenti? Exactement. Et ce qui est intéressant avec cet article, c'est qu'il choisit vraiment de mettre de côté, délibérément, les grands débats philosophiques. Est-ce que la conscience est réelle ou une illusion? Conscience d'accès contre conscience phénoménale? Ils esquivent un peu ça. Ils se mettent ça de côté pour se concentrer sur ce qu'on peut tester, empiriquement. C'est une approche très pragmatique, un peu dans la lignée de Crick et Koch, qui disaient « Eh bon, arrêtons de philosopher dans le vide, étudions la conscience comme un phénomène naturel ». Oui, parce qu'après tout, on observe bien des différences claires, non? Entre être éveillé et dormir profondément. Bien sûr. Ou entre voir une image et ne pas la voir parce qu'elle est masquée très rapidement. Donc, il y a bien des phénomènes concrets à expliquer. Il y a quelque chose à expliquer, comme ils disent. Exactement. Et l'article commence d'ailleurs par identifier certains de ces phénomènes observables, des choses que toute théorie sérieuse devrait pouvoir expliquer. Plutôt que de faire une liste exhaustive, on pourrait peut-être se concentrer sur quelques distinctions clés qui posent problème. Oui, bonne idée. La première, c'est cette différence entre le contenu et l'état de conscience. Ah oui, ça c'est fondamental. L'état de conscience, c'est, on va dire, le niveau global d'éveil. Être alerte, somnolent, endormi, sous anesthésie. Le contenant, en quelque sorte. Voilà. Et le contenu, c'est ce dont on est conscient à un moment donné. Le visage que je reconnais, le son que j'entends, une pensée qui me traverse l'esprit. Ce qu'il y a dans le contenant. C'est une image, oui. Certaines expériences, comme sur le sommeil ou l'anesthésie, elles ciblent l'état. D'autres, comme le masquage visuel où une image est rendue invisible par une autre, ou la rivalité binoculaire. Ah oui, la rivalité binoculaire, c'est quand on met une image différente à chaque œil. Exactement. Et on ne perçoit qu'une seule image à la fois, en alternance. Ces expériences-là ciblent le contenu. Et une théorie complète, elle doit pouvoir expliquer les deux aspects, l'état et le contenu. Et j'imagine que c'est pas si simple parce que comment les deux interagissent? Un autre point fascinant qu'il soulève, c'est la temporalité. Notre conscience, on a l'impression que c'est un flux continu. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Excellente question. Et les expériences suggèrent que ce n'est peut-être pas si continu que ça. Ah bon? Oui. Par exemple, en utilisant des techniques comme la stimulation magnétique transcrânienne, la TMS, ou certaines illusions temporelles, on observe qu'il faut parfois plusieurs centaines de millisecondes, C'est-à-dire? jusqu'à 450 millisecondes, donc presque une demi-seconde, pour qu'une information soit traitée et devienne consciente. Demi-seconde? Oh, Mais c'est énorme à l'échelle du cerveau. Ça voudrait dire que notre perception consciente du présent, elle a en fait un léger temps de retard. c'est exactement ça, et ça pose des questions redoutables aux théories. Comment expliquer ce délai?
Qu'est-ce qui se passe pendant cette période d'incubation qui est non consciente? Comment le cerveau, entre guillemets, décide qu'une information mérite de passer le seuil de la conscience? Une théorie doit pouvoir modéliser ce processus temporel. D'accord. On voit bien que même des observations expérimentales qui paraissent simples au départ, elles soulèvent des défis considérables. Et l'article insiste là-dessus. Une théorie solide, elle ne peut pas juste proposer une idée générale, elle doit pouvoir rendre compte de ces phénomènes précis, parfois même contre-intuitifs. Précisément. Et c'est bien parce que peu de théories actuelles arrivent à expliquer l'ensemble de ces faits de manière vraiment satisfaisante qu'on se retrouve avec cette multitude d'approches concurrentes. D'où l'idée des auteurs de proposer des critères plus stricts pour les évaluer. Alors, allons-y. Venons-en à ces fameux critères durs. L'article en propose 4 principaux. Le premier, c'est le critère des cas paradigmatiques et de l'alternative inconsciente. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, un cas paradigmatique, c'est une situation expérimentale classique, bien contrôlée, où la conscience varie. Pensez au masquage visuel. Parfois on voit le stimulus, parfois non. Ok. Ou la différence entre le sommeil paradoxal, où on rêve, donc on est dans un état conscient, et le sommeil profond, qui est un état non conscient. Le critère exige que la théorie explique ce qui fait la différence entre l'issue consciente et l'issue inconsciente dans ces cas précis. Ah, donc il suffit pas d'expliquer l'activité cérébrale globale pendant la tâche, hein? Non. Il faut expliquer le contraste qui est lié spécifiquement à la conscience. Il faut toujours pouvoir comparer une situation consciente à une situation inconsciente qui soit très similaire pour isoler ce qui est propre à la conscience. C'est l'idée fondamentale, oui. Ça s'inspire beaucoup de l'approche contrastive de Bernard Bars. Si une théorie dit la conscience c'est le processus X, mais que ce processus X, on le retrouve aussi actif quand le sujet n'est pas conscient du stimulus, Alors ça marche pas. alors la théorie n'explique pas la conscience elle-même. Peut-être qu'elle explique juste un prérequis ou une conséquence, mais pas la conscience en tant que telle. Et l'introspection seule, ça suffit pas. Par définition, on n'a accès qu'à l'alternative consciente. Évidemment. Donc, il faut des mesures objectives, comportement, neuroimagerie, pour caractériser les deux issues et voir si la théorie rend bien compte de leurs différences. Et point important, la théorie doit expliquer plusieurs de ces cas paradigmatiques pour pouvoir prétendre être une théorie générale de la conscience, pas juste le masquage, par exemple. D'accord, ça semble assez logique comme exigence. Le deuxième critère, lui, est plus technique. L'argument du dépliage, l'unfolding argument. Celui-là, il vise spécifiquement certaines théories, c'est ça? Oui, tout à fait. Il cible ce qu'on appelle les théories de la structure causale. Des théories comme l'IIT, la théorie de l'information intégrée, ou la RPT, la théorie du traitement récurrent. Ces théories affirment que la conscience dépend de manière cruciale de la structure des connexions dans le système. Par exemple, la présence de boucles de rétroaction, le fameux traitement récurrent. Ok. Et l'argument du dépliage, c'est quoi? Il repose sur un fait qui vient de l'informatique théorique. N'importe quelle fonction calculée par un réseau avec des boucles, un réseau récurrent, peut aussi être calculée par un réseau plus grand, mais sans boucle, un réseau qu'on appelle feed-forward. Et ce réseau feed-forward aura exactement le même comportement entrée-sortie. Attendez. Si les deux réseaux font exactement la même chose, où est le problème? Selon la théorie, alors que le réseau sans boucle, qui produit pourtant exactement le même résultat observable, lui, ne l'est pas. Ah, Comment on teste cette affirmation? Si deux systèmes sont fonctionnellement identiques, indiscernables de l'extérieur, mais que la théorie leur attribue des états de conscience différents, basés uniquement sur leur architecture interne cachée. alors la théorie devient infalsifiable par l'expérience. Voilà, c'est le risque. Si ça ne repose que sur une propriété interne qui n'a aucun effet observable sur le comportement ou la fonction mesurable, la théorie sort un peu du champ de la science purement empirique. C'est un vrai défi pour sa testabilité. Je vois. Le point clé ici, c'est que si une théorie repose sur une propriété interne qui n'a aucun effet observable, elle est difficile à tester scientifiquement. Exactement. C'est une critique forte qui demande à ces théories de clarifier comment la structure interne spécifique qu'elles postulent se manifeste nécessairement dans quelque chose d'observable, au-delà de la simple fonction accomplie. Très clair. Passons au troisième critère de Haas, l'argument des petits et grands réseaux. Ça sonne un peu étrange. Oui, alors l'argument des petits réseaux, il est assez intuitif en fait. Imaginez une théorie qui dit la conscience apparaît dès qu'un système possède la propriété X. Par exemple, une certaine quantité d'informations intégrées, le fameux phi qui doit être supérieur à 0 dans l'IIT, Ouais. ou une forme de traitement récurrent. Ok. Le problème, c'est que cette propriété X, elle pourrait en principe être présente dans des systèmes extrêmement simples. Quelques neurones,
voire une puce électronique très basique. C'est un peu comme si on disait qu'une simple diode, parce qu'elle a une certaine structure, pourrait ressentir quelque chose. Oui, ça heurte notre intuition, c'est sûr, hein. Face à ça, la théorie a deux options. Première option, elle rejette l'idée que ces petits systèmes soient conscients. Mais alors, elle doit ajouter des conditions supplémentaires, une taille minimale, un seuil de complexité. Le risque, c'est que ces conditions ajoutées soient un peu ad hoc, sorties du chapeau, pas très bien justifiées. Et qu'en fait, ce soit ça le vrai critère, hein. Exactement. Peut-être que ce sont ces conditions ajoutées qui sont vraiment importantes pour la conscience, et pas la propriété X de départ. Deuxième option, la théorie accepte que ces petits systèmes soient conscients. C'est une forme de panpsychisme. Mais là, d'autres problèmes surgissent. Lesquels? D'abord, l'arbitraire du critère. Pourquoi la propriété X et pas une autre mesure de complexité ou d'intégration? Et surtout, le problème de la combinaison ou l'argument des grands réseaux. Si des tout petits groupes de neurones dans notre cerveau sont déjà, disons, un peu conscients, pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir une seule conscience unifiée? Ah oui, notre cerveau pourrait héberger des milliards de micro-consciences? C'est le problème. La théorie doit alors expliquer comment ces micro-consciences s'intègrent ou pourquoi une seule gagne et devient notre conscience. Ça nécessite souvent des postulats supplémentaires, souvent complexes, et, encore une fois, difficiles à tester. C'est un vrai casse-tête, surtout pour les théories computationnelles ou basées sur l'information. Ça donne le vertige, en effet. Quatrième et dernier critère, l'argument des autres systèmes. De quoi s'agit-il ici? L'idée est assez simple. Une théorie de la conscience, elle ne devrait pas seulement s'appliquer à nous, les humains adultes en bonne santé. Elle devrait pouvoir faire des prédictions sur d'autres systèmes. Comme les animaux? Oui, les animaux sont-ils conscients? Lesquels? Un poulpe avec son système nerveux si différent d'une autre? Un bébé humain? Une personne avec des lésions cérébrales importantes? Et quid des intelligences artificielles aujourd'hui ou demain? C'est la question de la généralisation, en somme. Est-ce que la théorie est valable au-delà de notre cas? Exactement. C'est lié à un concept connu en philosophie des sciences, la réalisabilité multiple. Une même fonction peut souvent être réalisée sur différents supports physiques. Pensez à un logiciel comme Word. Il tourne sur un Mac, sur un PC. Le matériel est différent, mais la fonction, traitement de texte, est la même. D'accord. Si la conscience est une fonction, ou un ensemble de fonctions, elle pourrait peut-être être réalisée par des matériels très différents. Un cerveau humain, oui, mais peut-être aussi un cerveau d'oiseau, ou même un circuit électronique suffisamment complexe. Du coup, les théories qui lient trop étroitement la conscience à une structure cérébrale humaine très spécifique, par exemple les boucles entre le thalamus et le cortex, elles doivent expliquer pourquoi cette structure est nécessaire et pas seulement suffisante chez nous. Quelle est la propriété fondamentale que cette structure implémente? Et est-ce que cette propriété pourrait, en principe, être réalisée autrement? Donc les théories trop humano-centrées ou trop liées à une biologie précise, elles sont mises au défi par ce critère. Elles doivent justifier pourquoi la conscience ne pourrait pas émerger ailleurs. Oui, elles doivent justifier pourquoi cette implémentation biologique particulière serait la seule possible ou alors définir la fonction essentielle de manière plus abstraite. Mais si elles deviennent trop abstraites, elles risquent de retomber dans le problème des petits réseaux. C'est un équilibre difficile. D'accord, on a nos 4 critères. Je récapitule rapidement. 1. Expliquer le contraste conscient-inconscient dans les cas paradigmatiques. 2. Résister à l'argument du dépliage si la théorie est basée sur la structure interne. 3. Éviter les paradoxes des petits et grands réseaux. Et 4. Pouvoir se généraliser à d'autres systèmes. Voyons maintenant comment l'article les applique concrètement. Ils analysent 13 théories, c'est énorme. On pourrait peut-être regarder juste 2 exemples pour illustrer. Disons, la théorie de l'information intégrée, IT, et la théorie de l'espace de travail global, GWT. Ce sont 2 théories assez connues. Oui, très bonne idée. Ce sont 2 approches influentes et assez différentes dans leur philosophie. Commençons par l'IT. Elle postule que la conscience est liée à la capacité d'un système à intégrer de l'information, une quantité mesurée par la fameuse valeur phi. Ok. Comment elle s'en sort face aux critères? Alors, critère 1. Cas paradigmatique. L'IIT essaie d'expliquer le contraste conscient-inconscient. Elle postule que phi est élevé dans les états conscients comme l'éveil ou le rêve et qu'il s'effondre dans les états inconscients comme le sommeil profond ou l'anesthésie. Il y a des recherches empiriques qui tentent de tester ça, mais mesurer phi dans un vrai cerveau, c'est extrêmement complexe. C'est un défi technique majeur.
Donc, sur le papier, ça marche, mais en pratique, c'est dur à vérifier. C'est un peu ça. Critère 2, dépliage. Là, l'IIT est en plein dedans. C'est une théorie de la structure causale, donc elle est directement visée par l'argument du dépliage. Si un système feed-forward peut mimer le comportement d'un système récurrent à haut phi, mais que l'IIT dit que seul le système récurrent est conscient, eh bien on a ce problème de testabilité dont on parlait. C'est un point faible important, selon l'article. D'accord. Critère 3, petit réseau. L'IIT assume sa prédiction. Elle dit explicitement que même des systèmes très simples peuvent avoir phi 0 et donc être conscients. C'est une forme de panxisme. Elle embrasse cette conclusion. Mais du coup, elle se heurte de plein fouet au problème de la combinaison, l'argument des grands réseaux. Comment expliquer l'unité de notre conscience si notre cerveau contient d'innombrables sous-systèmes avec leur propre phi? Comment on passe des petites consciences à la nôtre? Voilà. L'IIT propose des mécanismes comme les complexes principaux, mais leur justification et leur testabilité restent très débattues. Critère 4, autre système. Sur ce point, l'IIT est en principe très générale. Elle peut s'appliquer à n'importe quel système, animaux, IA. Sa force, c'est sa capacité à faire des prédictions très larges. Sa faiblesse, c'est que certaines de ces prédictions, comme l'idée qu'une simple photodiode serait un tout petit peu consciente, sont jugées très contre-intuitives par beaucoup. Ok. Donc, si je résume pour l'IIT, potentiellement forte sur la généralité, critère 4, elle essaye d'aborder les cas paradigmatiques, critère 1, mais elle est sérieusement mise en difficulté par l'argument du dépliage, critère 2, et par les implications du panpsychisme et du problème de la combinaison, critère 3. C'est ça? C'est une bonne synthèse, oui. Intéressant. Et maintenant, l'autre exemple, la théorie de l'espace de travail global, la GWT. Celle-là, elle dit en gros que la conscience émerge quand une information est rendue disponible globalement, comme sur un tableau d'affichage central, accessible à plein modules cérébraux spécialisés. Comment elle se positionne, elle? Alors, la GWT face aux mêmes critères. Critère 1, cas paradigmatique. La GWT est souvent considérée comme assez forte ici. Elle explique bien le contraste dans les expériences de masquage, par exemple. Un stimulus conscient, il provoque une large activation cérébrale, une sorte d'ignition globale. Tandis qu'un stimulus inconscient, il reste traité plus localement, sans cette diffusion globale. C'est un de ses points forts reconnus. Elle colle bien à certaines données de neuroimagerie, c'est ça? Oui, elle a inspiré beaucoup de travaux expérimentaux. Critère 2, dépliage. Comme la GWT est basée sur une fonction, la diffusion globale d'informations, plutôt que sur une structure interne spécifique, comme les boucles récurrentes, elle est moins directement vulnérable à l'argument du dépliage. On pourrait imaginer, en théorie, un système feed-forward qui implémente une forme d'espace de travail global. Donc elle évite cet écueil-là? Et semble mieux s'en sortir sur ce point, oui. Critère 3, petit réseau. C'est ici que la GWT rencontre des difficultés, d'après l'article. Le mécanisme de diffusion globale, même s'il paraît complexe, pourrait peut-être en théorie être implémenté dans un système relativement simple. Est-ce que ce système serait alors conscient? La GWT standard ne spécifie pas vraiment de seuil de complexité ou de taille minimale. Donc on retombe sur le problème, est-ce qu'un petit espace de travail serait conscient? Exactement. Ça ouvre la porte à l'argument des petits réseaux. Et elle est aussi confrontée à l'argument symétrique, celui des grands réseaux. Pourrait-il y avoir plusieurs espaces de travail concurrents dans différentes parties du cerveau? Qu'est-ce qui détermine l'unité de notre conscience? Ce sont des questions ouvertes pour la JWT. Critère 4, autre système. La JWT, comme c'est une théorie fonctionnelle, elle a le potentiel d'être généralisée. On pourrait imaginer un espace de travail global chez certains animaux ou même dans une IA. Cependant, les versions actuelles sont souvent très inspirées de l'architecture du cerveau humain. Il faudrait spécifier plus clairement quelles sont les conditions minimales pour qu'un système non humain puisse posséder un espace de travail considéré comme conscient. D'accord, donc si je tente de résumer pour la GWT, elle semble bien gérer le contraste conscient-inconscient, critère 1, et éviter le piège du dépliage, critère 2. Par contre, elle bute sur les implications potentielles pour les systèmes simples ou multiples, critère 3, et doit encore préciser comment elle se généralise vraiment à d'autres systèmes, critère 4. C'est fascinant de voir comment ces critères permettent de disséquer les forces et les faiblesses de chaque approche de manière assez systématique. C'est tout à fait l'objectif des auteurs. Ils ne prétendent pas d'ailleurs que leurs critères sont les seuls possibles, ni qu'ils sont définitifs, mais ils offrent une grille d'analyse qui se veut rigoureuse pour évaluer la testabilité et la cohérence empirique des théories actuelles. Et leur analyse globale des 13 théories suggère qu'aucune pour l'instant ne satisfait pleinement l'ensemble de ces critères.
Ah. Alors, quelle est la conclusion de l'article? Est-ce qu'on est dans une impasse? On jette toutes les théories? Non, la conclusion est plus prudente que ça, mais elle est aussi un peu provocatrice. Les auteurs constatent que la stratégie dominante actuelle, qui consiste à essayer d'identifier la conscience à un processus déjà plus ou moins connu, l'intégration d'infos, la diffusion d'infos, le traitement récurrent, la représentation d'ordre supérieur, etc., cette stratégie semble mener systématiquement à des difficultés face à au moins un des critères. C'est comme un jeu de tape-toupe. Si on évite un problème, on tombe sur un autre. C'est un peu l'idée qu'il suggère. Les mécanismes décrits de manière trop précise tombent dans les pièges du dépliage ou des petits réseaux, et s'ils sont décrits de manière plus vague, plus fonctionnelle, alors ils peinent à faire des prédictions claires pour d'autres systèmes ou à éviter le problème des grands réseaux. D'accord. Et donc, face à ça, Face à cela, ils évoquent une possibilité plus radicale. Et si la conscience n'était pas simplement réductible à ces phénomènes qu'on connaît déjà? Et si c'était quelque chose de fondamentalement nouveau? Un peu comme le magnétisme l'était avant qu'on développe la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. c'est-à-dire? Un phénomène avec ses propres lois, observable empiriquement, oui, mais dont l'explication nécessiterait peut-être de nouveaux concepts, de nouvelles approches mathématiques ou computationnelles, peut-être liées à des défis informationnels ou computationnels que les systèmes doivent résoudre et qu'on n'a pas encore bien identifiés. Une sorte de propriété émergente fondamentale du traitement de l'information complexe, mais dans la nature profonde nous échappe encore complètement? C'est une perspective assez vertigineuse. Oui, ça ouvre le champ des possibles. Et ça nous laisse avec une question pour la route, peut-être une pensée à méditer pour nos auditeurs et auditrices. Si on prend au sérieux cette idée de réalisabilité multiple, le critère 4, et les limites de théories actuelles qu'on vient de voir, est-ce que se focaliser quasi exclusivement sur les corrélats neuronaux chez l'humain, comme on le fait beaucoup, n'est pas, paradoxalement, trop limitatif? C'est une question intéressante. Est-ce que l'étude d'autres systèmes, des animaux au cerveau très différent du nôtre, ou même, qui sait un jour, des intelligences artificielles complexes, est-ce que cette étude, guidée par des critères rigoureux comme ceux proposés ici, pourrait nous révéler des principes fondamentaux sur la conscience? Des principes qui nous échappent justement en ne regardant que notre propre espèce. Spécifique, une clé que seule l'étude approfondie, très détaillée du cerveau humain pourra finir par nous livrer. Le débat reste ouvert. Vaste programme. Assurément.